Devant ces deux frontières, libanaise d'un côté, syrienne de l'autre, l'armée israélienne tente d'y voir plus clair. Mais cette brume matinale rend encore plus opaque finalement cette stratégie iranienne. Que cherche l'Iran? Un conflit ouvert? De nouveau, continuer ces trafics d'armes? Pour l'instant, on le sait, les forces de sécurité israéliennes sont sur les dents. Et à chaque rendez-vous du cabinet restreint de sécurité, il y a ces phrases prononcées par le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, corroborées par son Premier ministre, Benyamin Netanyahou, sur ces lignes rouges à ne pas franchir à ces frontières libanaises et syriennes. Que sera la Syrie de demain? Est-ce que le nouveau conflit va venir du Liban? Nous avons décidé de consacrer une émission spéciale défense à ces deux frontières libanaises et syriennes, avec plusieurs invités. Mais pour y voir plus clair, d'abord, quelle a été la stratégie de l'armée israélienne au cours de ces derniers mois face aux intérêts iraniens, notamment en Syrie? Elsa Mimoun nous en dit plus. On se retrouve dans un instant avec notre premier invité, Kobi Marom. Il était colonel de la division du Hermon à la frontière avec la Syrie. La présence iranienne en Syrie, longtemps dénoncée par Israël, n'est plus un secret pour personne. Une situation qui a laissé place à une escalade militaire sans précédent entre Jérusalem et Téhéran. Le 10 février dernier, les habitants du nord du pays sont tirés du lit au petit matin par les sirènes d'alerte. Un avion F-16 de l'armée de l'air israélienne vient de s'écraser dans la région de Haïfa après une opération en territoire syrien qui a provoqué une réplique du régime de Damas. Des missiles antiaériens ont été tirés, l'appareil a pu retourner de l'autre côté de la frontière. Les deux pilotes qui se sont éjectés ont été hospitalisés, l'un se trouve dans un état grave. Cette opération en territoire syrien avait été déclenchée en réponse à la détection d'un drone militaire iranien qui avait pénétré dans l'espace israélien. Quelques temps plus tard, au début du mois de mai, des roquettes directement attribuées à la force Al-Quds, chargée des opérations extérieures des gardiens de la révolution iranien, ont été tirées en provenance de Syrie, près de Kiswa, dans les environs de Damas. Les lanceurs de roquettes iraniens ont visé sans succès les premières positions de l'armée israélienne sur le plateau du Golan. Il n'y a eu aucune victime israélienne enregistrée. Israël riposte avec une ampleur inédite à l'attaque iranienne depuis le sol syrien. Les cibles iraniennes visées sont des entrepôts logistiques, des dépôts de munitions à l'aéroport de Damas, des bases militaires, des sites utilisés pour le renseignement, des postes d'observation ou bien encore la position d'où les roquettes iraniennes ont été tirées. Ces deux confrontations officielles font partie d'une liste plus longue d'interventions militaires en territoire syrien contre des positions iraniennes, pas toujours reconnues par l'État hébreu, mais supposées. Dernièrement, le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, a laissé entendre qu'Israël n'hésiterait pas à frapper des cibles iraniennes en Irak cette fois-ci, quelques jours après que Reuters a rapporté que Téhéran fournissait des missiles balistiques et des formations aux milices loyalistes du territoire. Concernant la menace de l'Iran, nous ne nous limitons pas à la Syrie. Cela doit être clair. Je dis que nous nous occuperons de la menace iranienne indépendamment de là où elle émane. Nous conservons notre droit de passer à l'action. Des propos qui montrent combien la situation demeure explosive sur le terrain. Pour débuter cette spéciale nord d'Israël, mon premier invité, le colonel de réserve Kobi Marom, ancien commandant de la division Hermon. Bonjour Kobi, merci de nous accueillir chez vous, à la frontière qui domine la Syrie. D'abord, première question, où en est-on en Syrie? Que se passe-t-il en Syrie? Que se passe-t-il en Syrie sur le terrain? צריך לומר שאנחנו נמצאים ממש על הגבול. האירועים בשבועות האחרונים אחרי שאסד... Depuis qu'Assad a repris une grande partie du Golan syrien, nous sommes à la veille de cette grande opération menée conjointement avec les Russes à Idlib contre le dernier bastion des rebelles. On devrait assister à des combats très sévères, ce qui devrait avoir des conséquences directes sur les réfugiés, sur les Turcs. Mais concrètement, Assad retrouve une certaine confiance en lui. Il dirige aujourd'hui près de 70% de son territoire. Les Américains, eux, sont encore présents. Mais c'est l'Iran qui pose le plus de problèmes aux Israéliens. Et face à cela, Israël profite au niveau stratégique des sanctions financières imposées par les Américains.
du soutien total que lui octroie la Maison-Blanche, de la crise en interne en Iran et a pris l'option d'une politique beaucoup plus agressive en Syrie. מה זאת אומרת? יש דברים שכמובן. Qu'est-ce que cela signifie? On est obligé de se fier aux rapports étrangers, mais comment réagir quand Victor Lieberman déclare qu'Israël n'hésitera pas à frapper des cibles iraniennes, y compris en Irak? Nous avons affaire à un ennemi iranien très têtu. La Russie et l'Iran sont les grands vainqueurs de cette guerre. L'Iran essaie d'en tirer profit pour imposer une nouvelle stratégie à l'encontre d'Israël, à plus de 1500 km de Téhéran. Voilà pourquoi l'armée se base sur 3 critères bien précis. Empêcher l'Iran et ses proxys de s'implanter à la frontière du plateau du Golan, empêcher l'Iran de transférer des armes sophistiquées au Hezbollah au Liban, comme ils le font de manière intensive depuis 3 ou 4 ans. Mais je pense que le principal problème de l'armée est cette décision iranienne de construire des infrastructures militaires en Syrie et au Liban, d'y transférer ou d'y entreposer des armes stratégiques, des missiles antiaériens, des capacités de renseignement, des dizaines de missiles capables d'atteindre Tel Aviv et des sites sensibles israéliens. Lorsque vous entendez donc parler d'une frappe mystérieuse contre un convoi d'armes aux frontières irako-jordano-syriennes, c'est une opération derrière laquelle peut se cacher Israël? Une partie de ces opérations est publiée dans la presse étrangère. Mais il reste certaines opérations encore tenues secrètes. Israël est déterminé à empêcher l'Iran de s'implanter dans la région. Et tant qu'Israël opère sans se faire repérer, sans prendre la responsabilité de telle ou telle opération, sans humilier les Russes qui occupent une place prépondérante sur le terrain, c'est la bonne stratégie. Mais je le répète, nous avons affaire à un ennemi têtu. Le ministre de la Défense et des Affaires étrangères iranien était en visite à Damas. Les Iraniens essaient de montrer que tout va bien, mais je pense que les sanctions américaines, la crise en interne et la politique agressive israélienne vont pousser l'Iran à changer de stratégie. Bien qu'ils sont têtus, on parle d'un ennemi qui est têtu, l'Iran. Le principal intérêt de l'Iran est de maintenir l'équilibre de son régime. À partir du moment où il sentira que son équilibre est en danger, il n'aura pas d'autre choix que de quitter le secteur. Ce qui va dans le sens des Israéliens. Si vous étiez toujours en poste, vous auriez vu une possibilité d'un conflit dans les semaines, les mois à venir? Je pense que la stratégie agressive d'Israël prend la mesure des dangers que cela impose et profite de la situation des Iraniens en interne. La possibilité d'un conflit est mineure, tout d'abord parce que les dirigeants iraniens n'iront pas contre leurs propres intérêts. Est-ce qu'on peut se diriger vers un conflit? Oui, mais les chances sont encore minimes. En attendant, Israël profite de cette période qui nous mène jusqu'à la résolution du conflit en interne. Les Russes et Assad comprennent que l'implantation des Iraniens ne servent pas forcément leurs intérêts. Les Russes ferment les yeux de temps en temps, mais Vladimir Poutine souhaite avant tout le départ de toutes les forces étrangères de Syrie, mis à part les siennes bien sûr, et la résolution du conflit pour pouvoir tirer profit de la situation économique. Dernière question, Kobi. On a parlé d'un ennemi qui était têtu. Il y a un homme en particulier, Qassem Soleimani, qui est le chef des forces Al-Quds. Oui, en effet, nous devons faire face à des forces Al-Quds très têtues et déterminées. Mais face à eux, cette politique agressive d'Israël et la situation très complexe sur le terrain va contraindre la direction du régime iranien, du leader Khamenei, à revoir sa stratégie. On voit déjà que le financement du Hezbollah et des rebelles au Yémen est en baisse, et ce à cause des sanctions imposées par les États-Unis.
Il est probable que Soleimani lui-même revoie sa stratégie. Les informations d'un retrait de forces iraniennes en Irak est déjà une preuve en soi, ce qui engage de facto les Américains. Mais cela peut montrer que l'Iran cherche à quitter la Syrie pour poser sa base arrière en Irak et ainsi menacer Israël depuis le territoire irakien. Merci, Kobi Morom. Je rappelle que vous êtes colonel de réserve et ancien commandant de la division du Hermon notamment. Merci. On quitte la frontière syrienne pour se rendre ici à la frontière libanaise, devant le village de Kilal, un des bastions forts du Hezbollah. On le voit derrière nous, les travaux de construction du mur de séparation continuent et ce panneau qui montre combien la situation est tendue, zone militaire fermée. 12 ans après la deuxième guerre du Liban, où en est le mouvement chiite? Quelle est la situation de l'armée israélienne? Point sur le passé, et on en parle juste après avec notre deuxième invité. Tsahal peut en témoigner, le drapeau syrien est hissé fièrement. Pourtant, la vigilance est de rigueur, même si le calme prévaut sur le front syrien du plateau du Golan. Car Israël surveille de près la présence militaire iranienne en Syrie, ainsi que les transferts d'armes destinés au Hezbollah, au Liban. Et rien ne garantit qu'une fois la guerre finie en Syrie, les combattants du Hezbollah quittent son sol meurtri. Bien des choses ont changé depuis la Seconde Guerre du Liban. Le dernier conflit ouvert en date entre Israël et la milice chiite libanaise. Pour commencer, le Hezbollah domine la vie politique au Liban. Et surtout, de milices, le Hezbollah s'est transformé en armée, sophistiquée de surcroît, dotée de plus de 100 000 roquettes et missiles pointés sur le territoire israélien. Au dire de l'état-major de Tsahal, le Hezbollah a acquis une expérience au combat qui en fait l'armée arabe la plus redoutable du Proche-Orient. Soutenu par son patron iranien, le Hezbollah compte d'ailleurs tirer parti de cette expérience pour dissuader Israël. Ils doivent savoir qu'ils ont commis une erreur historique. Ce n'est pas une petite erreur. Ils ont fait une grosse bêtise. Ils se sont placés eux-mêmes dans un combat direct avec l'Iran, avec la République islamique d'Iran, avec cette agression. Cette déclaration, Hassan Nasrallah l'a faite en avril dernier suite à la frappe aérienne imputée à Israël contre la base T4 qui avait provoqué la mort de 7 membres des gardiens de la Révolution, dont le commandant de l'unité iranienne des drones en Syrie. Mais d'autres opérations israéliennes ont eu lieu depuis, dont une offensive aérienne contre une 50aine de cibles iraniennes et syriennes 3 semaines plus tard. Le gouvernement israélien le répète à qui veut l'entendre. Israël ne répétera pas en Syrie l'erreur commise après la Seconde Guerre du Liban, à savoir avoir toléré le surarmement du Hezbollah au Liban. Et mon deuxième invité, Marco Moreno, vous le connaissez sur l'antenne d'I24 News. Bonjour Marco. Bonjour. C'est l'ancien, bien évidemment, directeur, lieutenant-colonel de l'armée israélienne, ancien directeur du programme Bon Voisinage, ancien officier d'une unité spéciale de l'armée israélienne. Ce que j'aimerais discuter avec vous, Marco, c'est nous sommes au confluent. Il y a la Syrie d'un côté, le Liban de l'autre. D'abord, pour comprendre, le commandant du Front Nord, Yoel Strik, le général Yoel Strik, a dit que désormais, il ne fallait plus voir, ce n'était plus Israël contre le Hezbollah, mais véritablement Israël contre le Liban tout entier. Je vous propose d'abord de l'écouter et ensuite de comprendre ce que le général Strik a bien voulu dire. J'estime que dans la mesure où le Hezbollah fait partie de l'État libanais, il est beaucoup plus impliqué dans la politique libanaise et en fait un élément indispensable et patriotique. Totalement impliqué dans l'armée libanaise et nous voyons bien le lien entre l'armée et le Hezbollah et j'estime qu'il sera stratégiquement nécessaire de déclarer la guerre au Liban, mais cela ne veut pas nécessairement dire que nous détruirons les infrastructures civiles qui ne soutiennent pas le Hezbollah, mais ce sont vraiment les règles du jeu. Marco, concrètement,
Que veut dire le général Strick lorsqu'il dit que désormais ce n'est plus le Hezbollah qui est face à Israël, mais bien le Liban tout entier? L'armée israélienne a façonné une nouvelle stratégie. Cette stratégie vise à concevoir le Hezbollah et le Liban comme un seul et même ensemble. Mais au-delà de cela, c'est de regarder vers les deux fronts libanais et syriens. On l'appelle la première guerre du Nord, c'est-à-dire que pour Tsahal, un conflit devrait englober la Syrie et le Liban. En même temps? Oui, c'est pour cela qu'on l'appelle la première guerre du Nord, englobant les secteurs du Liban et de la Syrie. Le général Strick a aussi envoyé un message clair aux leaders libanais. La prochaine fois qu'il y aura une attaque depuis le territoire libanais contre Israël, que ce soit le Hezbollah ou une autre organisation palestinienne, nous saurons réagir avec fermeté pour envoyer un message aux leaders libanais et leur dire que nous saurons frapper les institutions libanaises, ce qui n'a pas été fait en 2006. C'est l'armée qui parle ou c'est un message qui lui a été demandé de dire par Avigdor Lieberman ou Benjamin Netanyahu? Je ne pense pas que le Premier ministre ni le ministre de la Défense ne demandent à un général de faire passer un message. Je pense en revanche que la stratégie de Tsahal a été entérinée par le cabinet, par les dirigeants. Nous sommes devant un observatoire qui surplombe la frontière libanaise et un peu plus loin la frontière syrienne. Un peu plus bas, la zone de Khoula est là-bas, la zone chrétienne de Marjayoun, le village de Kila, bastion chiite, et de même que le village de Hiran, plus loin, le mont Dov, le plateau du Hermon qui relie la frontière syrienne. Est-ce que le Hezbollah y est? Est-ce que les Iraniens sont là? Bien sûr qu'il ne faut pas oublier que le Hezbollah, c'est l'Iran. Il ne faut pas se tromper, il se situe de partout au sud Liban. Le chef d'état-major israélien a demandé au commandant de la FINUL d'agir pour contrer cette stratégie du Hezbollah, mais je suis persuadé qu'ils n'y parviendront pas. Le Hezbollah se trouve partout ici, il se cache de partout et attend l'ordre. Il se prépare à la prochaine guerre. Il entrepose des missiles pour qu'il puisse les utiliser le jour où éclate un conflit pour telle ou telle raison. Vous parlez de la FINUL, l'UNIFIL, on entend les hélicoptères assez fréquemment de la FINUL. Rien n'est fait? Rien n'est fait pour contrer le Hezbollah aujourd'hui? Aujourd'hui, est-ce que la FINUL fait quelque chose pour empêcher le Hezbollah? La FINUL ne fait rien, c'est une force qui est censée faire respecter les lignes de cessez-le-feu signées par les Nations Unies. Une force qui n'a pas de capacité militaire, pas de capacité de renseignement. Ces hommes sont en provenance de pays qui n'ont pas d'expérience militaire suffisante pour affronter le Hezbollah, de même que la force d'interposition en Syrie, la FINUD, face aux rebelles et autres. Mais en attendant, ils sont là et servent au moins à délivrer des messages que nous avons à transmettre aux Libanais, mais au-delà de ça, rien d'autre. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la stratégie d'Israël au niveau des renseignements? Est-ce qu'on est certain de ce qui se passe sur le terrain? Tsahal fait la différence entre deux situations, celle de la routine où l'armée s'entraîne et se prépare et la situation de guerre. Le chef d'état-major a décidé qu'il fallait de facto décider d'une troisième situation entre les deux précédentes. Cela s'appelle le conflit entre deux guerres. Aujourd'hui, la plupart des activités militaires sont dans ce secteur et n'ont qu'un seul objectif, c'est de repousser la prochaine guerre. C'est la première fois que
quand est-ce qu'il y a eu des frappes au Liban? Je ne sais pas si c'est Tsahal qui le dit, mais nous avons entendu parler de frappes israéliennes contre des intérêts iraniens au Liban. Cela fait partie de la préparation de Tsahal. Oui, je le dis, on fait tout pour repousser la prochaine guerre, mais au final, elle aura lieu. Et à partir du moment où elle éclatera, Tsahal ripostera avec force et détermination. Vous êtes certain de cela? Parce que face à nous, il y a quand même 100 000 missiles du Hezbollah. Et surtout une expérience acquise en Irak, acquise en Syrie, acquise au Yémen. C'est indéniable, l'armée dispose de plus de renseignements et c'est mieux ce qui se passe sur le terrain. Mais vous le savez, on sait comment c'est une guerre, on ne sait pas comment elle se termine. J'espère du moins, je sais que les leçons ont été retenues depuis la Seconde Guerre du Liban. Et j'espère que l'armée, avec le soutien total des dirigeants politiques, saura répondre avec la plus grande fermeté pour cette fois l'emporter. Il y aura des pertes des deux côtés, des missiles tomberont au cœur des villes israéliennes, mais je sais que l'arrière-front saura faire preuve une nouvelle fois de force et détermination pour donner à l'armée la possibilité d'action nécessaire. Vous étiez dans des positions clés, Marco Moreno, et au niveau du programme Bon Voisinage, et avant, sans rentrer dans les détails pour des raisons de sécurité. On empêche aujourd'hui, comment Israël empêche le Hezbollah de déclencher la guerre, concrètement au niveau d'abord des renseignements. Je pense que le Hezbollah se contient, d'abord depuis le résultat de la Seconde Guerre du Liban en 2006. Je pense que le Hezbollah voit ce que l'armée fait en Syrie, comment des cibles censées être secrètes sont visées, et il essaye de repenser sa stratégie. Il se dit que Tsahal dispose d'excellents renseignements sur ce qui se passe sur le terrain. Il le sait, si Tsahal est capable de le faire en Syrie, il en fera de même au Liban. Nous n'en parlons pas, mais certaines cibles, comme celles visées au cours de l'opération House of Cards le 10 mai dernier, étaient trop secrètes pour la plupart des officiers iraniens eux-mêmes qui ont été surpris. Et cela est pris en compte à Beyrouth. Ils savent que les capacités stratégiques et de renseignement de Tsahal lui permettent d'atteindre n'importe quel endroit. Est-ce que cela va empêcher la première guerre? Je ne sais pas. Quand vous entendez que, selon nos confrères américains, il y a des trajectoires de trafic d'armes de l'Iran vers le Liban, ça vous surprend? Non, cela ne me surprend pas. Les Iraniens essayent par tous les moyens de trouver des routes pour continuer de transférer des armes stratégiques au Liban. Ils savent que l'armée ne visera jamais des avions de ligne, donc ils utilisent aussi cette tactique. Mais je pense que cela témoigne de la détresse militaire dans laquelle ils se trouvent, principalement en Syrie. Mais j'imagine que l'armée trouvera aussi des solutions à cette trajectoire. Pour vous, ça ne veut pas dire que l'Iran... vous montrez cela comme si l'Iran était en panique. Pourquoi? Le régime iranien est en panique. Deux raisons à cela. Les sanctions économiques imposées par l'administration américaine. Nous avons encore entendu que la crise de la monnaie a atteint des sommets avec le dollar qui s'échange à plus de 120 000 rials. Je pense à ce titre que le président Trump a raison d'être ferme à l'encontre de l'Iran pour essayer de faire plier ce régime de l'intérieur. Dans le même temps, Israël mène une politique agressive contre des intérêts iraniens et pas seulement en Syrie, comme on a pu l'entendre des aveux même du ministre de la Défense. Il a dit que nous frapperons toutes les cibles iraniennes qui menacent directement Israël. Nous avons vu cette frappe contre un convoi d'armes iraniennes à la frontière irakienne. Vous y croyez? Est-ce que Israël peut frapper demain l'Irak, peut frapper la frontière Israël peut frapper là où il le veut. C'est une question de volonté, notamment avec les capacités d'armes sophistiquées. C'est une question de volonté. Vous êtes d'accord que si jamais demain, une éventuelle, selon des rapports étrangers, il y a une frappe israélienne depuis ici à Marjayoun, c'est la guerre? Pas forcément, tout dépend de la manière dont vous opérez. Cela risque en effet de dégrader la situation. Vous avez combattu pendant la Seconde Guerre du Liban.
Quel souvenir vous en gardez? Je pense que nous avons tous le même sentiment de frustration parce que nous ne sommes pas parvenus à faire plier le Hezbollah malgré des forces considérables engagées sur le terrain, bien que l'issue de la guerre nous prouve que le pouvoir de dissuasion est respecté. Nasrallah lui-même a déclaré que s'il savait que la réponse de Tsahal serait aussi forte, il n'aurait pas donné l'ordre de kidnapper 2 soldats, mais le prix que nous avons payé était lourd. Vous êtes optimiste, Marco? C'est un luxe que d'être optimiste au Proche-Orient. Je ne suis pas optimiste mais réaliste. Je pense vraiment que nous avons l'une des armées les plus puissantes au monde. Mais quelle est la chance de voir une guerre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Non, je pense que l'année prochaine risque d'être une année de tous les dangers, principalement sur le front syrien. D'abord au niveau des actes terroristes parce que le Hezbollah et les Iraniens vont essayer de consolider leur présence en déclenchant des attaques. Je ne pense pas que la situation va évoluer au Liban, mais je pense qu'il faut davantage regarder du côté de la Syrie. Le programme Bon Voisinage est terminé. Assad est affaibli par rapport au nombre de soldats engagés sur le terrain, ce qui risque de profiter aux organisations terroristes, ce qui me fait penser que le front syrien sera de tous les dangers. Merci Marco Moreno d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes lieutenant-colonel de réserve dans l'armée israélienne. Vous avez dirigé, puisqu'il faut utiliser maintenant le passé, le programme Bon Voisinage qui s'est terminé à la frontière pour destiner aux déplacés syriens. Et également, vous étiez un haut gradé dans une unité spéciale de l'armée israélienne. Voilà, cette émission spéciale de défense est terminée. On le voit au confluent des frontières libanaises et syriennes. Alors, mes deux invités sont tous d'accord pour le dire, Kobi Marom et Marco Moreno, pour dire que pour l'instant, on n'est pas à la veille d'une guerre. Mais cela dit, il va falloir garder les yeux ouverts, être sur le qui-vive et surtout être présent sur cette frontière, montrer une certaine force de dissuasion. Cette émission Défense est terminée. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour une spéciale, alors tout autre genre, spéciale Oslo, les 25 ans du traité de paix signé entre Palestiniens et Israéliens et surtout les conséquences sécuritaires d'un tel accord. Bonne semaine à tous.